Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Antoine, et qui est la Sainte Barbe, donc qui va nous faire la présentation de son personnage pour nous présenter le catch et aussi nous parler de son aspect musculation. Donc, Antoine, je te laisse te présenter, d'où tu viens, tout ça. Alors bonjour, Antoine Bernard, du coup j'ai 26 ans, je viens de Brest, je suis catcheur maintenant depuis 2010, donc ça fait déjà 11 ans. Je suis passé semi-professionnel depuis 2013, donc j'ai pu parcourir un peu quasiment tous les rings de France. J'ai débuté en Belgique en début d'année également, j'y retourne peut-être normalement au mois de septembre. Et par la suite, j'espère m'exporter encore plus, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, peut-être essayer l'Italie aussi, Espagne, Portugal, ça commence à bouger un peu dans ces pays-là. Et Est-ce que je vais rebondir sur, ouais. sur ce que tu viens de dire par rapport à ces destinations à l'international. Tu as déjà peut-être eu l'occasion d'aller à l'international, peut-être une ou deux fois? Non, Non, pas non, encore. c'est la première fois que je fais un choix international, c'est la première fois que je... Quand je suis allé en Belgique, c'était la première fois que je sortais de France. D'accord. Et du coup, c'est la seule pour l'instant expérience internationale que j'ai. Sinon, je suis resté principalement en France. Et j'ai bossé avec mon premier étranger, si on peut dire ça. Si, vu qu'il était belge, donc si c'était un étranger, mais bon, vu qu'il parlait français, c'est plus facile à échanger également et à préparer du coup ce qu'on a à faire. Ok, très bien. Donc du coup, on va parler un petit peu de ta discipline, Ouais. qui est le catch. Pour ma part, je pense que d'ailleurs beaucoup des spectateurs ont l'image un petit peu du samedi soir avec la WWE, tout ça, mais on ne connaît pas forcément très bien encore ce sport. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça, cette discipline? Alors, du coup, le catch est un sport-spectacle, donc comme son nom l'indique, c'est un sport pour les pratiquants et un spectacle pour ceux qui le regardent. Donc, un peu comme le foot ou quoi que ce soit, c'est quand il y a du public, c'est mieux. Ouais. En effet. Donc, c'est un sport-spectacle, donc du coup, ce qui veut dire, je vais pas briser l'omerta, on va dire, mais bon, tout le monde sait maintenant que le catch c'est scénarisé. C'est un divertissement sportif, ils appellent ça comme ça aux États-Unis, c'est du divertissement sportif. Donc c'est comme tout bon film d'action, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme toutes les séries qu'on regarde sur Netflix ou quoi que ce soit. Donc c'est scénarisé et le but en fait c'est de raconter une histoire en prétextant un combat. D'accord. Voilà, donc il y a une histoire à raconter, on va dire du début jusqu'à la fin du combat, il y a une histoire à raconter. Histoire un peu qui peut se suivre après dans le temps, soit sur du long terme, soit sur du court terme, mais il y a toujours ce côté justement, le côté spectacle, c'est les histoires qu'on raconte derrière, les personnages, les tenues que nous portons, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les mouvements, que ce soit aérien, sauter depuis la troisième corde, sauter sur les gens à l'extérieur, enfin voilà, il y a tout ce côté spectacle justement, et il y a le côté sportif aussi à prendre en compte, parce que ce n'est pas juste comment dire du spectacle, c'est pas juste des chorégraphies que nous faisons, parce qu'il y a quand même un background à avoir. Généralement, les premiers catcheurs étaient généralement des lutteurs, que ce soit lutte gréco-romaine ou lutte, peu importe quelle lutte. Il faut avoir des bases dans des sports de combat, ça aide plus facilement à s'intégrer, on va dire, dans ce milieu. Et il y a surtout toutes que ce soit les chutes, les coups qu'on prend, on les prend vraiment, donc il faut les encaisser. On frappe à des endroits qui ne blessent pas, mais tu ressens quand même. On le sent quand même. Si là par exemple, si je te mets une claque dans la gueule, tu sais que tu vas prendre une claque dans la gueule. Voilà. Je sais la placer à un endroit où je peux pas te blesser, mais tu vas quand même la sentir. Ouais. Donc c'est pareil pour tout ce qui est coup de pied, coup de poing, etc. C'est sûr, il y a des on va dire secrets de fabrication, mais
n'importe quelle chute, n'importe quel coup, de toute façon, on le prend. Et on doit l'encaisser et on doit continuer. Contrairement à certains sports de combat où le but est de mettre l'adversaire KO. Ouais. Si l'adversaire a pris un mauvais coup et qu'il est un peu sonné, généralement l'arbitre arrête le combat pour la sécurité du gars en face, pour sa santé. Dans le catch, malheureusement, si tu es sonné, il faut continuer. Il faut essayer de te dépatouiller pour réussir à continuer. Pour le côté spectacle, du coup. Pour le côté spectacle. Okay. Après, malheureusement, si la blessure est trop grave et qu'on doit arrêter le combat, l'arbitre prend ses responsabilités et demande à ce que le combat soit stoppé. Voilà. Ouais. Ok, très bien. D'ailleurs, je rebondis encore une fois sur ce que tu viens de dire, le fait d'avoir des connaissances en sport de combat en amont. Toi, est-ce que tu faisais un sport, quel qu'il soit, avant du coup 2010, cette période de catch? Alors j'ai fait du foot pendant 8 ans. D'accord. Voilà, j'étais à un petit niveau, on va dire. J'aurais pu après, sans me vanter, j'aurais pu jouer, enfin c'était ce que mes entraîneurs ont dit, j'aurais pu passer niveau régional s'il fallait, ou départemental, mais j'ai arrêté parce que ça me convenait plus, on va dire, l'ambiance qu'il y avait, que ça soit dans les vestiaires ou dans le club, c'était plus du tout ce qui m'intéressait. Il y avait plus ce côté plaisir, on va dire, comme j'avais au début. Et voilà, de fil en aiguille, j'étais moins attiré par le foot. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir le catch et que j'étais un peu plus attiré par ce milieu-là. Et j'ai arrêté quand je devais être en moins de 13, je crois, c'était à cette époque-là. Donc c'était en 2008 ou 2009 que j'ai dû arrêter. Pour après ne pas faire de sport pendant un an, je crois. Et me lancer dans le catch en 2010 quand j'ai eu 16 ans, où l'âge minimum pour pouvoir rentrer était atteint. Je me suis dit, allez, on fonce et on y va. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le catch? T'avais vu ça peut-être avant, quelques années auparavant, ou alors c'était le déclic que tu t'es dit j'ai vu ça, ça me plaît, j'ai envie d'essayer? Alors j'ai regardé pendant plusieurs années. Quand j'ai été au collège, là où vraiment j'ai été plongé dedans, parce qu'avec la génération du coup NT1, Catch Attack et tout ça, où ça passait aux heures de grande écoute le vendredi et le samedi, j'ai débuté, je crois que mon père regardait le catch quand c'était sur Canal+. Donc là j'étais beaucoup plus jeune, donc ça devait être fin des années 90, début 2000, et ça devait passer à cette période-là, je pense, sur Canal+, et j'ai dû voir ça, on va dire, sans vraiment faire attention, sans y prêter attention. Mon père était pas fan, mais il aimait bien regarder de temps en temps, il connaissait quelques catcheurs, et puis... C'était un bon divertissement. C'était un bon divertissement, ouais. Il aimait bien regarder, ça le faisait rigoler un petit peu, et puis ça... Je pense que ça l'amusait plus qu'autre chose. Ouais. Et une fois que je suis retombé dedans, après, ce qui m'a attiré, c'est tout de suite les physiques un peu hors normes, des mecs que tu croises pas tous les jours dans la rue. Il y a ça, puis l'aspect, tous les tenues en couleur, et le côté combat aussi qui était intéressant. Et pour moi, c'était pas chorégraphié, pour moi c'était vrai. Si un se prenait un coup de chaise, il se prenait on se prend vraiment un coup de chaise, mais pour moi c'était dingue. Faut pas, ils sont quand même résistants, les gaillards, parce que pour revenir à la semaine d'après, refaire la même chose après s'être pris un truc comme ça, alors que ça te met un arrêt de travail d'au moins 3 semaines, quelqu'un de lambda. Non, c'était impressionnant en fait à voir. C'est surtout ça, ce côté impressionnant et physique hors norme, on va dire. Et je me suis dit, j'ai envie de voir comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. J'ai été à un show live à Landerneau, je crois, c'était les années, je pourrais plus te dire, mais ça devait être 2008-2009 à peu près. Et c'était pas je m'attendais pas à avoir des catcheurs WWE, ça c'était sûr, par les gens qu'on voyait à la télé. Mais ce qu'ils faisaient dans le ring quand même était quand même d'un bon niveau. Et je me suis dit,
C'est impressionnant quand même. Et puis, même si c'est pas des personnes comme on voit à la télé, je me dis c'est quand même impressionnant ce qu'ils font. Donc je me suis rapproché après des personnes qui organisaient le gala pour demander des informations, savoir où se passaient les entraînements, etc., etc. Donc j'avais pris toutes les infos avant même de pouvoir d'avoir l'âge de commencer. Et une fois du coup j'ai eu 16 ans, j'ai foncé tête baissée, on s'est dit allez ça passe ou ça casse, on verra bien comment ça se goupille. Très bien. Et du coup, il y a des clubs, une fédération, t'es licencié Alors du coup, il y a le club du coup là où je m'entraîne à Brest, donc, qui est en plus pas très loin d'ici, en haut de Recouvrance, au patronage laïque. Je sais pas si tu vois, c'est juste. Ouais, si je vois. Donc là, je m'y entraîne depuis 2010. Je suis là-bas, je suis adhérent à cette association. Donc, dernièrement, on a commencé à avoir des licences de lutteurs. Donc, d'accord. Vous êtes affilié à la lutte. On est affilié à la lutte. Ok. Enfin, lutte, alors je sais plus comment c'est, mais c'est lutte traditionnelle. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est affilié lutte. Donc au moins comme ça, si jamais il y a une blessure, vu qu'on est licencié, on est couvert au niveau de l'assurance. Donc ça déjà c'est une sécurité qu'on n'avait pas forcément avant. Donc déjà c'est un gros progrès. C'est un beau progrès déjà. Et sinon il y a différentes promotions. Je préfère appeler promotion parce que les fédérations, ça n'existe pas malheureusement en France, parce que chaque association, chaque promotion travaille pour elle. Ouais. Et ne travaille pas en fait pour la globalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque promotion ont leur événement. Ouais. Généralement, bon après ils font venir par exemple vu qu'il n'y a pas assez de lutteurs au même endroit, ils sont obligés de faire venir des quatre coins de la France généralement. Et du coup, on va dire certains catcheurs sont affiliés plus à des promotions où ils sont en général, mais ils peuvent bouger partout en France. De toute façon, il n'y a pas de règles qui l'interdisent. Bon, c'est bien. C'est déjà ça, c'est pas mal pour les échanges des talents, etc. Et puis pouvoir bouger un peu partout en France et voir autre chose et voir comment d'autres travaillent, c'est enrichissant. Ouais, c'est aussi un échange. C'est aussi un échange, ouais. Et ça, on apprend de toute façon tous les jours. Même moi, qui suis là depuis 10 ans, je vais pas dire que j'ai une grosse expérience non plus, comparé à certains qui sont allés catcher, que ce soit aux Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, États-Unis, Japon, etc. Il y en a plein qui ont cette expérience-là et le fait qu'ils soient dans les vestiaires avec toi, ça, je vais pas dire élever le niveau, mais ça rajoute de la crédibilité, on va dire, à ce qu'on fait à ce niveau-là. Et je sais plus c'était quoi ton autre question. C'était par rapport aux fédérations. Ah oui, c'était par rapport aux promotions. J'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de fédération à proprement parler. Chacun travaille pour soi et puis mais plus ça va et plus certaines promotions justement commencent à faire des partenariats. Ah, c'est bien ça. Et c'est ça qui est pas mal aussi, parce que s'il y a un truc qui se passe par exemple en Bretagne ou à Paris, peu importe, ça peut s'exporter, justement, l'histoire peut s'exporter en Belgique, et inversement, si ça se passe en Belgique, on peut le ramener après en Bretagne pour justement continuer, l'histoire qui est racontée, et puis ça permet aussi de créer un suivi au niveau des fans, parce que s'il n'y a pas d'histoire, on va dire, qui se suit, c'est comme n'importe quel film ou série, si ça n'a ni queue ni tête et que ça passe du tout au tout sans vraiment d'explication, tu zappes, tu vas sur autre chose. Donc c'est ça qu'il faut faire aussi pour intéresser les fans et les fidéliser, faire qu'ils reviennent après nous voir pour connaître la suite de l'histoire et pour connaître la fin aussi, on a une. Compte tenu des règles un petit peu, comment ça fonctionne? Tout à l'heure tu as dit qu'il y avait un arbitre. Oui. Donc j'imagine qu'il y a des trucs... Il y a quand même des règles à respecter. Parce que si on laisse un combat, on va dire, sans arbitre, sans règles, ça devient n'importe quoi et ça n'a aucune importance en fait qu'il y ait un méchant et un gentil. Et du coup, les règles de base, on va dire, c'est généralement
généralement un combat 1 contre 1, donc avec un gentil et un méchant. Il y a plusieurs façons de gagner, donc soit on peut gagner par des comptes, ce qu'on appelle un tombé, donc quand l'adversaire a les épaules rivées au sol et que l'arbitre compte 3, ça veut dire que le combat est terminé. Il y a également ce qu'on appelle les soumissions, donc quand la personne abandonne, généralement donc sur une clé de bras, clé de jambe, peu importe, c'est des prises qui sont inspirées que ce soit du jiu-jitsu, catch-ken, enfin voilà, plein de prises qui viennent un peu de tous les sports. Il y a également après ce qu'on appelle les disqualifications, donc c'est là où le rôle de l'arbitre est important, qui fait respecter le règlement. On ne peut pas rester plus de 10 secondes à l'extérieur du ring, ah d'accord, par exemple. Bien, je savais pas ça. Donc si l'arbitre compte 10 et que la personne à l'extérieur n'est pas remontée, ça veut dire qu'il fuit le combat et donc du coup on fait sonner la cloche et que le combat se termine par ce qu'on appelle des comptes extérieurs. Donc là il peut y avoir également double des comptes extérieurs, donc si c'est les deux catcheurs sont à l'extérieur et qu'ils se font tous les deux disqualifiés, donc il n'y a pas de gagnant. Il y a d'autres types de disqualifications, si un autre catcheur intervient dans le combat, s'il y a utilisation d'une arme, par exemple, si on utilise un objet qui ne doit pas être là, par exemple, que ce soit un coup de chaise ou... Ouais, mais justement par rapport on voit souvent des fois il y a des chaises qui arrivent, donc du coup c'est considéré comme arme ou alors ça fait partie du scénario et l'arbitre sait que ça va être utilisé. Tout dépend. D'accord. Tout dépend en fait. Ça dépend de l'histoire qui est justement racontée. Voilà. Si c'est prévu qu'un des catcheurs prenne un coup de chaise, il va vraiment le prendre le coup de chaise, et si c'est prévu, l'arbitre sait qu'il doit forcément disqualifier, mais dans tous les cas, de toute façon, l'arbitre a figure d'autorité, même si c'est pas prévu. Imaginons il y a un compte de 3 et que la personne ne s'est pas relevée au moment, tant pis, j'ai compté 3. Ouais, il fait quand même figure d'autorité, donc on ne peut pas toucher l'arbitre non plus. On n'a pas le droit de lever la main sur lui, on n'a pas le droit normalement de l'agripper ou quoi que ce soit. À part si, encore une fois, c'est dans le scénario. À part si c'est prévu dans le scénario et que ça soit justifié dans le déroulement de l'histoire. Si c'est pas justifié, il doit faire figure d'autorité et puis il a l'autorisation de disqualifier si jamais ce n'est pas prévu ou quoi que ce soit. Il a le droit de le faire. Donc c'est pour, on va dire, rajouter le fait que l'arbitre soit là, qu'il y ait des règles, c'est pour encadrer le combat et pour raconter l'histoire également. Parce que ça permet également aux méchants d'utiliser les règles à son avantage. Par exemple, on ne peut pas taper quelqu'un qui est dans les cordes. On n'a pas le droit de plus de 5 secondes. À 5 secondes, hop, on est disqualifié, pareil que si on est à l'extérieur. Et donc généralement, le méchant utilise ça à son avantage. Donc généralement, il triche en utilisant les cordes, généralement jusqu'à 4. Puis arrivé à 4, j'ai le droit. J'ai le droit de le faire, j'ai le droit jusqu'à 5. Donc voilà, ça permet de raconter aussi des histoires et ça permet de légitimer un peu le fait que ça soit un combat. Okay. C'est surtout pour ça, c'est un attrait du spectacle également. Mais comme dans tout sport, il y a des règles à respecter. Et l'arbitre fait quand même, comme j'ai dit, figure d'autorité. Donc si il juge que les règles ont été transgressées et que ce n'est pas prévu, il a tout à fait le droit et l'autorisation d'arrêter le combat ou quoi que ce soit. D'accord, très bien. Et du coup, les arbitres, je sais que dans d'autres sports, voilà, tu passes des certifications, tout ça. Dans ce sport aussi, du coup, malheureusement en France, vu qu'on est plus professionnel parce qu'on l'a été à une période, donc c'était à l'après-guerre, donc que ça soit des années 50 jusqu'à, on va dire 70, fin 70, il y a eu des professionnels du catch, donc il y a eu, pareil, il fallait une licence professionnelle, que tu sois arbitre, catcheur, promoteur, etc. Il fallait des licences, que tous les papiers soient en règle. Maintenant, il n'y a plus ça, vu que maintenant on n'est ni considéré comme un sport, ni comme un spectacle. On n'est dans aucune case, on est affilié à aucun, véritablement à
Aucune fédération, encore une fois, ouais, vu que c'est pas, voilà, pas structuré, c'est dans le but associatif, donc c'est plus culturel, mais sans vraiment faire partie justement du ministère de la Culture. On n'est pas vraiment, je ne vais pas dire hors case, mais enfin on n'est pas hors catégorie, mais enfin on rentre pas spécialement dans une case précise. Okay, mais c'est considéré plus comme un spectacle culture. Donc il n'y a pas forcément de licence professionnelle, t'as pas des diplômes à passer, mais il faut quand même être entraîné pendant plusieurs années avant de pouvoir arbitrer. Que ça soit arbitré, déjà il faut connaître les règles, les connaître sur le bout des doigts. Il faut être, comme j'ai dit, il faut être autoritaire, donc il faut quand même en imposer un petit peu, parce qu'un arbitre qui se laisse faire, tout de suite, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi, comme dans le foot ou quoi que ce soit, dans n'importe quel sport. Si l'arbitre ne se fait pas respecter, on voit tout de suite que ça peut vite dégénérer, et puis il faut que ça soit encadré quand même proprement. Mais vu qu'il n'y a pas de formation professionnelle pour ça, pour le catch, que ce soit pour soit catcheur, arbitre ou même que ce soit les managers, les personnes qui sont à l'extérieur, qui encadrent un catcheur ou quoi que ce soit, il faut quand même quelques années de pratique avant de pouvoir se présenter face à un public et pouvoir performer dans des meilleures conditions et offrir le meilleur spectacle possible aux personnes qui sont venues. Donc il faut quand même avoir une certaine crédibilité, et donc ça passe par justement cet entraînement, le fait d'être capable de fournir un combat de bonne qualité, en ayant un personnage crédible, en ayant un look, un physique qui sort de l'ordinaire. Donc on ne demande pas forcément des mecs forcément bodybuildés ou stéroïdés à bloc, il n'y a pas besoin que de ça, il n'y a pas besoin que de ça, il faut un peu de tout. Mais justement, et après il faut que ça reste crédible et il faut que les gens se disent « Ah bah oui, c'est un beau bébé quoi. » C'est un beau bébé, et voilà par exemple, et il faut qu'ils se disent vu que maintenant les gens, on sait ouvertement que c'est scénarisé, mais il faut quand même qu'ils se posent la question de « Ah, c'est scénarisé, mais est-ce que… ça doit piquer un peu quand même, quoi. » Et c'est ce côté justement crédible qu'il faut prendre en compte. Donc un mec qui a un physique d'étudiant en sociologie ne peut pas soulever le mec qui fait 140 kg, le boucher du coin, qui porte de la barbaque toute la journée. Il faut garder quand même ce côté réaliste, bien que ça soit scénarisé. C'est encore une fois de la mise en scène. C'est un peu comme dans le cinéma au final. C'est ça. Oui, c'est tout à fait comme dans les films d'action. On veut qu'à la fin le héros casse la gueule au méchant. Et généralement, c'est à peu près le même fil conducteur, on va dire, que ça soit dans les films d'action et dans le catch, c'est généralement à peu près la même chose. On présente le gentil va faire des… Le gentil est gentil, le gentil est gentil, il fait des trucs dans les règles, il fait… je sais pas trop comment expliquer ça, mais… je vois le gentil est gentil, c'est con à dire, mais… il transmet une bonne image au public, c'est ça, une bonne image, le respect des règles, le respect de l'adversaire, etc., et le méchant en face qui… lui n'a aucun respect, que ce soit pour l'arbitre, pour les spectateurs et pour l'adversaire qu'il a en face. Donc lui, son but, c'est d'anéantir le gars qui est en face. Et donc voilà, c'est à peu près le même fil conducteur, on va dire, que dans les films d'action. Donc c'est du rebondissement, il faut que le gentil domine, que le méchant domine, et à la fin on veut que le public a envie de voir le gentil. Pour le happy end. Voilà, le happy end. Mais ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il n'y a pas tout le temps des fins heureuses. Ok, parfait. Est-ce que du coup tu as un palmarès ou un truc comme ça, des titres encore une fois, je vais peut-être faire référence pas mal à ce que j'ai vu à la télé il y a des années de ça. Il y avait des trucs avec des ceintures, des ornements ventraux. Oui, c'est ça. On avait des titres de champion, plus communément on dit les ceintures, mais c'est des titres de champion.
Donc oui, je suis champion du coup de la Neves Web Catch, donc la promotion pardon, de Brest. Ça va faire maintenant, merci le Covid, ça va faire déjà plus de 2 ans quasiment que je suis champion. Indétrôné depuis. Indétrôné depuis. Je suis champion également par équipe à l'APC, donc l'association des professionnels du catch à Paris. Là, je suis champion par équipe depuis maintenant, pareil, plus d'1 an dû au Covid. Je suis champion avec mon partenaire Louis-Napoléon, du coup, qui est l'empereur des rings. Voilà. Ça, j'adore les noms de scène. Nickel. Voilà, ouais, personnage inspiré de Napoléon, mélangé avec des références à des mangas, que ce soit Jojo, Bizarre Adventure et tout ça. Donc il mélange un peu ces 2 univers pour en faire quelque chose d'assez unique. D'ailleurs, les personnages du coup, comme tout est scénarisé, c'est dans les promotions qui sont décidées ou alors c'est le catcheur lui-même qui choisit un peu son identité? Alors on a cette chance-là en France que justement on ne soit pas, on va dire, comme une entreprise, on va dire, donc il n'y a pas le patron qui décide qui fait quoi. On va dire le catcheur est libre, on a la liberté créative, on a le droit de faire ce qu'on veut, un petit peu au niveau du personnage, et c'est à nous après, on est comme un produit en fait, niveau marketing et tout ça, on doit donner une certaine image de ce qu'on veut représenter, le personnage qu'on veut avoir, et généralement on m'a toujours appris ça, le meilleur personnage de catch, c'est toi, mais sur volume 10 ou 11. Donc c'est toi, tes goûts personnels, et tu fous le... Tu exacerbes le truc, des petits... On va dire que ce soit des qualités ou des petits défauts que tu as. Généralement, c'est bien de le mettre justement à fond parce que ça rajoute de la crédibilité à ton personnage et ça... Ça fait un petit peu comme du burlesque, un peu. Ouais. Un petit peu, oui, voilà, c'est ça. Après, voilà, comme je te dis, c'est un spectacle, donc il y a forcément le côté théâtral, cinématographique, machin, et tout ça qu'il faut donner envie aux gens, il faut raconter, il faut avoir un personnage. Parce que si tout le monde est générique, tout le monde a la même musique, lisse, quoi. Voilà, c'est super lisse et c'est pas nuancé, donc du coup les gens ne vont pas forcément se reconnaître dans telle ou telle personne. Parce que le but premier du catch, justement, c'est de caricaturer. C'est surtout en fait pour le spectateur, c'est transmettre de l'émotion. Faire que les gens aient envie de s'impliquer dans le gentil parce qu'il est gentil, parce qu'il respecte les règles, etc. Il s'identifie à se dire ah oui, moi je suis un peu comme ça aussi. Et on peut s'identifier aussi aux méchants parce que ah ouais, lui il aime pas ça et ça, ah, non plus j'aime pas trop. Du coup, c'est créer de l'émotion et en fait faire en sorte que le public interagisse avec les catcheurs et inversement, que le catcheur interagisse avec le public. C'est ça, c'est un sport spectacle et interactif parce que du coup, en fait, au théâtre, le problème c'est qu'il y a le 4e mur. Donc, il y a la pièce de théâtre et puis le spectateur qui regarde, mais à aucun moment le spectateur est impliqué dans la pièce. Sauf que là, il n'y a pas de 4e mur autour du ring. Toute la salle en fait partie du spectacle. Que ce soit les spectateurs, les catcheurs, tout le monde fait partie du spectacle. Ouais, le jury, tous. À partir du moment où tu es dans la pièce, tu fais partie du spectacle. Voilà, c'est ça. Et donc le but c'est de transmettre des émotions et faire en sorte que le public encourage le gentil et insulte le méchant. Et c'est un peu un exutoire, on va dire, pour les spectateurs. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, dès que tu arrives au catch, si tu as ton patron qui t'a saoulé toute la semaine, que ta femme t'a saoulé ou ton mec t'a saoulé par exemple, et que t'as toutes les choses que tu as envie de lui dire mais que tu peux pas lui dire. Hop, il y a le méchant qui est là pour ramasser toutes les... C'est la personnification et du coup c'est lui qui ramasse. C'est ça. Vu que mon patron, mon copain peut pas prendre dans la tronche, c'est toi qui vas prendre toute la frustration que tu as et ça permet de... nous en tant que catcheur, moi en tant que méchant, ça... D'être détesté, tu te dis je fais bien mon travail déjà. Je suis détesté, je fais bien mon travail. C'est ça. C'est que mon but moi c'est d'être détesté. Donc si les gens me huent et m'insultent, etc., c'est que je fais ce qu'il faut pour. Et voilà, je pense que c'est la meilleure récompense que je peux avoir, on va dire,
dans le milieu, même si la reconnaissance des pairs, donc que ce soit des gens dans les vestiaires ou des promoteurs, qui me font assez confiance pour me confier le titre de champion et que ce soit moi qui représente l'image de la promotion justement. C'est moi qui dois en faire la promotion, c'est moi qui suis l'image de marque un peu de ce qu'ils proposent. Donc voilà, je suis un peu comme un produit, que ce soit pour les influenceurs, que ce soit pour des compléments alimentaires ou n'importe quel produit. Tu fais la promotion et ton image en fait est associée à ça. Donc il faut que tu sois crédible. Voilà, que tu sois quelqu'un de crédible, que tu sois apprécié ou détesté, c'est pas grave, mais il faut que tu aies une image quand même crédible. Voilà, c'est ça, crédible et que les gens s'identifient à toi ou pas forcément. Et voilà, c'est les émotions qu'il faut faire transmettre. Le but premier, c'est de transmettre des émotions. Raconter une histoire, transmettre des émotions. On va dire le côté sportif passe normalement après. Mais tout dépend après de chacun. Chaque catcheur par exemple ou catcheuse a sa façon de travailler, a sa façon de travailler, de vouloir qu'est-ce qu'elle préfère faire. Est-ce qu'elle préfère faire transmettre des émotions, raconter une histoire, ou est-ce qu'elle préfère le côté sportif, que ça soit lutte ou quoi que ce soit, et que ça soit crédible, que ça soit vachement visuel. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on préfère Il y a toujours un côté visuel de toute façon, que ce soit au niveau des prises. Il faut que les prises soient impressionnantes tout en étant faites en toute sécurité. Que ce soit pour le porteur ou celui qui se prend la prise. Voilà, c'est ça. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et suivant le personnage de chacun, certains seront plus axés sur le sport et d'autres sur le spectacle. Okay. Mais au final, il faut que tout ça s'englobe ensemble et qu'on raconte une histoire crédible et que les gens puissent après la raconter. Voilà, comme si tu discutes avec un ami et que tu racontes un film. Le jour il s'est passé ceci. Voilà, c'est ça. Et plus les histoires sont simples, mieux c'est. Parce que quand ça commence à devenir trop complexe, c'est vrai que les gens commencent à décrocher un peu, ne suivent plus. Ouais. Mais ça va te faire une sacrée vidéo. Ça sera une sacrée vidéo. Il y a beaucoup de trucs à dire en fait, vu que les gens sont pas. Ils sont pas initiés, donc il y a énormément de choses à expliquer, et puis c'est pas. C'est difficile à expliquer ça en très condensé quoi. Ou alors je vais vulgariser le truc et ça va pas être. Il faut vraiment que ce soit fidèle justement. Cette interview, c'est l'occasion justement de montrer aux spectateurs ta discipline et qu'ils la comprennent. Et un petit peu de démystifier le truc et d'enlever le truc un peu caricatural, c'est que du spectacle. C'est ça, c'est plus de comprendre l'art qui est derrière. C'est ça. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Moi je suis méchant. Donc du coup toi t'endosses la peau du méchant dans le ring. Dans le ring, moi, je suis un méchant. On va dire j'ai pas de personnage à proprement parler, même si j'utilise là plus ou moins un visuel religieux alors que je suis athée. C'est pas que je ne crois pas en Dieu, je comprends les religions, c'est bien. C'est bien de croire en quelque chose, c'est bien d'avoir quelque chose qui. Une sorte de foi quoi. Avoir la foi, c'est bien. C'est pas quelque chose moi qui m'intéresse pas, mais qui je sais que ça me parle pas forcément, même si j'ai des connaissances, que ce soit dans les croyances ou que ce soit dans les fêtes ou les coutumes, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Après, moi je sais que je ne le ferai pas, mais je respecte toutes les religions et j'essaye, dès que je peux en parler, j'essaye d'en apprendre un maximum pour comprendre le cheminement de pourquoi la personne y croit. Est-ce que c'est par éducation? Est-ce que elle a trouvé ça suite à son histoire personnelle ou quoi que ce soit? Il y a pas mal de choses et je trouve ça inspirant en fait, de tout ce côté religieux. Même si moi je n'y crois pas, je trouve ça. Je sais pas, c'est une sorte d'autodiscipline quand même. Par exemple, pour les musulmans, se forcer à prier 5 fois par jour, même si c'est pas forcé pour eux, mais c'est. C'est une discipline. C'est quand même une discipline que tu t'imposes. Mais derrière, en fait, ça t'apporte beaucoup.
comme par exemple pour nous pour la musculation, c'est vrai que on est discipliné dans notre programme, dans notre alimentation, etc., parce qu'on va avoir des résultats. Et en fait, ça nous apporte beaucoup plus que des résultats physiques, parce que aussi on s'élève mentalement, on va dire. Et je trouve en ça fait, la rigueur, t'apporte des choses dans la vie quotidienne. C'est ça. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'utilise ce côté-là parce que à la base, c'est parti on va dire d'une vanne, le surnom de la Sainte-Barbe. J'étais avec bon, on va raconter une petite anecdote comme ça. On était avec mon meilleur ami, on allait sur un show. Et le show ne commençait pas avant plusieurs heures, du coup on s'est retrouvé dans le petit village où ça se passait. Bon, j'ai mis un peu à se promener, on est allé boire un coup au bar du coin. Juste avant la compétition. Ah non, on était en tant que spectateur, ok, d'accord. Donc on n'avait pas de contraintes, on va dire, à ce niveau-là. Ok. Et voilà, on s'est pas mis non plus une biture, mais c'était juste histoire d'eux, on avait pris un cours, on a passé le temps. Et en fait, on s'amusait à filmer voilà, notre petit voyage. Et puis à un moment, on se retrouve, on est en terrasse et on voit en face église Sainte-Barbe, rue machin, Sainte-Barbe. Et à ce moment, bon, j'avais pas la barbe à ce niveau-là. Ouais. Et je lui ai dit en rigolant, bah vas-y, zoom et tu colleras ma tête après dessus, juste à côté. Et il l'a fait au montage et on a trouvé ça assez marrant. Et plusieurs années après, j'ai décidé vraiment de me laisser pousser la barbe parce que j'ai toujours voulu avoir une barbe longue, voilà, personnelle. Et du coup, je recherchais un petit surnom, un petit quelque chose qui fait que je me différencie des autres. Vu que des barbus en catch français, on est deux maintenant, donc voilà, il faut se différencier des autres aussi, pas faire tout le temps la même chose, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, si tout le monde est générique, tout le monde se ressemble, voilà, c'est trop lisse et c'est pas marrant, quoi. Et du coup, un show, on m'a demandé sinon t'as des surnoms, quelque chose, et là j'ai repensé à ce moment-là, et j'ai dit vas-y, appelle-moi comme ça. De toute façon, il n'y a pas. Enfin, c'était un show quand même assez important. Je me suis dit, bah vas-y, on voit comment ça réagit. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, on verra. Et c'est vrai que les gens ont tout de suite accroché la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe. Et puis quand ils m'ont vu arriver avec. J'avais la barbe encore plus longue, donc elle devait arriver là à peu près. Donc ça faisait déjà un truc assez impressionnant. Et tout de suite, ils se sont identifiés. Et j'ai pu interagir avec plusieurs barbus qui étaient aussi dans le public, ça les faisait bien marrer. Et voilà, j'ai un petit truc, c'est que j'appelle mes fans des petits imberbes. Voilà, donc ça. En fait, une chose en amenant une autre, ça a permis de créer un personnage et d'amplifier la chose. Et par exemple, là, j'ai des fans qui me suivent quasiment sur tous les shows où je vais. Et pareil, ils sont barbus, pas autant que moi, mais ils ont commencé à faire un club de la barbe ou un truc comme ça, à créer une secte et je suis leur gourou à moitié. Enfin, ils sont partis dans un délire. Voilà, ils sont partis dans un délire et du coup moi je le suis parce que du coup vu que ça crée une connexion entre moi et les fans, justement, il faut continuer à dire, pas amplifier le truc, mais s'ils veulent passer aux étapes supérieures. Ouais, que ça prenne de l'ampleur. Ouais. C'est ça. Donc en soi, j'ai pas vraiment de personnage, je suis on va dire, le mec barbu un peu costaud qui fait voler les gens. Voilà, je fais des petites références à des vidéos internet, ça fait marrer les gens. Mais à proprement parler, j'ai pas vraiment de personnage. En fait, c'est moi, ouais, comme j'ai dit, sur volume. Bon, là, je suis pas à 10 encore, je sens que je peux pousser le truc encore beaucoup plus loin. Donc voilà, après, il faut s'adapter suivant aussi à comment les gens réagissent, comme je t'ai dit. Et puis, vu que ça a pris tout de suite, je me dis, normalement, c'est bon, c'est fait, c'est acté. La barbe, je vais devoir la garder un petit moment. Et je vais devoir jouer là-dessus. Et puis, on va continuer à faire en sorte que le personnage évolue, que je reste pas au même stade. Parce que ce qu'il faut, c'est le catch évolue comme le monde. De toute façon, le monde évolue, donc il faut évoluer avec lui. Et pas être, je vais pas dire rétrograde, mais pas rester. Ouais, trop conservateur aussi. Même si j'aime bien garder, on va dire. Je vais pas dire que je suis un vieux con aigri, mais voilà, j'ai déjà une mentalité de. Ouais, faut pas trop faire ça parce que
Il y a les racines aussi. Ouais, il y a les racines aussi qui expliquent la façon dont j'ai été, pas éduqué, mais la façon dont j'ai appris le catch. On m'a toujours dit, voilà, respecte les anciens, ceux qui étaient là avant toi, écoute quand ils te donnent des conseils, parce qu'ils ont vécu les choses avant toi, donc ils savent ce qui peut arriver. Et généralement les anciens sont de bons conseils, même si bon, la plupart on va dire, voilà, sont pas rétrogrades, mais sont, on va dire, ouais, old school. Old school à l'ancienne. Et moi j'aime bien de toute façon ce côté à l'ancienne, et c'est ça que j'ai envie de transmettre un peu aussi dans mon personnage, dans mon catch, que ce soit dans le visuel ou la façon de catcher, façon de lutter, etc. Même la façon de m'entraîner, j'aime bien tout ce qui est à l'ancienne, donc tout ce qui est dans les années 70-80, c'est vrai qu'il y a... ils ont fait des trucs qui marchent encore aujourd'hui, donc pourquoi je vais pas dire m'embêter à faire à essayer de suivre la direction que tout le monde prend, donc à faire des sauts dans tous les sens, je sais pas comment dire, et on va faire des trucs spectaculaires tout le temps, et ne plus avoir d'interaction avec le public, parce que c'est ça aussi qui freine certains fans, que quand ça va trop dans la surenchère, on décroche. Ah ouais. Voilà. Il y a une limite quand même. Il y a une limite à avoir, et j'aime bien justement récupérer une partie de ce qui se faisait avant. Donc il y a 40 ans, donc déjà c'est une époque que j'ai pas du tout connue, mais je suis nostalgique de cette période-là où les personnages étaient hauts en couleur, où il y avait une interaction avec le public. Et voilà, il y a une façon de faire, une façon de travailler, une façon de faire les choses, à quel moment il faut les faire, pourquoi il faut le faire. Et il y a une raison à tout ça, et c'est pour justement que le public soit accroche au truc et ne lâche pas en fait ce qui se passe dans le ring. Mais j'aime bien aussi ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, la surenchère de prise de super super compliqué, de séquences où ils sautent par-dessus les cordes, ils reviennent à l'intérieur du ring, ils refont ça, où ça enchaîne, c'est super fluide. Mais voilà, moi je veux mixer les deux justement, faire en sorte qu'il y a quand même les bases que les anciens m'ont données, qu'elles soient respectées et qu'elles soient transmises après à la nouvelle génération aussi. Parce que j'ai pas envie que cette façon de catcher, etc. s'oublie. Ouais. Et suivre le mouvement de ce qui se fait maintenant avec justement les sauts un peu impressionnants, les niveau athlétique et tout ça. C'est vrai que maintenant ils sont sacrés, ils sont beaucoup plus conditions physiques. C'est ça, ils sont beaucoup plus athlétiques qu'avant, ils sont beaucoup plus sportifs. Même si à l'époque aussi c'était des sacrés sportifs, mais ils le sont beaucoup plus au niveau niveau athlétisme, etc. Athlétique pur. Mais certains ne savent plus raconter les histoires comme les anciens savaient le faire. Et donc moi le but, ce que j'aimerais faire, c'est justement de mixer les deux pour pouvoir faire en sorte que les deux perdurent. Parce que c'est intéressant aussi, parce que être trop justement dans le côté à l'ancienne, ça va freiner plus d'un et ça va forcément ne pas accrocher avec certains. Et aller trop vers un truc actuel, machin, et vouloir faire trop des trucs compliqués. Ça dénaturerait pas un petit peu ça va dénaturer le truc, ouais. Ça va dénaturer tout ça, et est-ce que ça va rendre le combat justement crédible? C'est le hic. Donc c'est pour ça qu'il faut mixer les deux et faire en sorte de partir vers quelque chose une base saine, on va dire, et puis après je pense que maintenant c'est vrai avec énormément de domaines et pas que dans le sport, je pense pas qu'on arrive à révolutionner quelque chose avec je sais pas, un nouveau mouvement que personne n'a vu. Rien ne se crée, tout se transforme un petit peu. Ça. Tu vois, ouais. C'est ça. Je peux faire le parallèle avec la musculation et par exemple toutes les nouvelles disciplines qui sont arrivées, tous les mouvements, etc. Qui sont créés, qui font le buzz un petit peu, mais qui au final ne sont pas aussi ergonomiques que les mouvements de base. Je suis assez classique, on va dire,
dans ma vie, que ce soit au niveau de que ce soit de la nourriture, de l'entraînement, les musiques que j'écoute. C'est vrai que je suis assez classique dans tout. Et je me dis, si les bases fonctionnent, pourquoi ne pas se concentrer que sur les bases plutôt que de vouloir faire 36 000 mouvements. Après, je te raconterai pourquoi rester toujours sur ses acquis. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après, je pense que. Mais je te rejoins, je pense qu'il faut toujours trouver le bon compromis. C'est ça. Parce que oui, il y a par exemple, des façons de s'entraîner, il y a des trucs que j'aime bien, que j'aime bien inclure dans un programme ou quoi que ce soit, une manière de m'entraîner. Et c'est pareil pour le catch ou pour la musique ou pour même la déco de chez moi. J'aime bien m'inspirer de ce qui se faisait avant, mais de le mettre au bout du jour. Ouais. C'est surtout ça. J'aime bien trouver tout ce qui est vintage, etc. Que ça soit en déco, en tout. Et j'aime bien mixer les deux et faire en sorte que ça crée un truc pas unique non plus, mais un bon alliage. Un bon alliage et que ça me ressemble à moi. Que ça soit mon image. Donc du coup, tes coussins dans tes canapés, ils ont de la barbe. Pas forcément, mais les tapis, que ce soit tapis ou meubles, etc. C'est une combinaison un peu tous mes goûts et puis faire en sorte que ça soit quand même en osmose, quand même, ça reste dans la même ambiance, que ce soit pas non plus un pêle-mêle un peu de tout et que ça n'ait aucun sens. Quoi. Ouais. Il y a toujours un fil conducteur que je suis. On va passer maintenant à la partie musculation. Qu'est-ce que la musculation t'apporte du coup dans ton sport qui est le catch? Alors déjà ça m'a apporté beaucoup, parce que quand j'ai commencé le catch, je venais de sortir de 8 ans de foot, donc on va dire que les besoins n'étaient pas les mêmes, les besoins énergétiques n'étaient pas les mêmes. J'étais pas très épais sur le haut du corps. J'avais surtout des jambes musclées. Du coup, déjà c'est bien, ça m'a apporté des bonnes bases parce que, comme dans tous les sports de combat, le plus important c'est les bases, qu'on ait des bases solides, qu'on soit bien sur nos appuis, c'est le plus important. Donc ça m'a apporté une bonne base, on va dire. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté la musculation? Ça m'a apporté déjà beaucoup sur le côté sportif, du coup ça m'a aidé au niveau de la pratique. Donc quand j'ai commencé les shows, je devais faire quoi, 73 kilos, sachant que quand j'ai commencé le catch, je devais faire 65, 66 à peu près. Ah, okay, donc j'avais pas du tout la même carrure. Le fait de faire les entraînements de catch, déjà, ça m'a permis à me développer au niveau du haut du corps, chose que j'avais pas pu faire avec le foot, vu que ce n'était pas forcément utile. C'est pas le sport le plus adapté pour C'est pas le sport le plus adapté pour le vélo, ouais. Voilà. Donc ça m'a apporté une bonne base, on va dire, pour après commencer la musculation, où je n'étais pas encore... j'étais inscrit dans une salle, mais c'était pas non plus, on va dire... j'étais pas très... assidu, on va dire. Et puis le programme n'était pas établi, je connaissais vraiment rien, je faisais pas tout et n'importe quoi, mais j'essayais à peu près toutes les machines, déjà rien que pour voir comment ça marchait, etc. C'était vraiment plus de la curiosité avant de vraiment m'y mettre. Et quand j'ai commencé les shows professionnellement, on va dire, donc quand j'ai commencé à bouger à droite à gauche en 2013, donc je faisais à peu près, j'avais quand même gagné quasiment entre 5 et 10 kilos déjà de poids, donc ce qui était déjà pas mal en 3 ans déjà de pratique, donc ce qui était déjà sans forcément faire de la musculation à côté, sans forcément avoir une diète adaptée ou quoi que ce soit. Donc déjà rien que ça m'a aidé. Et le promoteur qui me faisait venir assez régulièrement m'a dit, pas gentiment je veux dire, mais il m'a fait comprendre que ça serait pas mal que je commence à me développer un peu plus. Ouais. Bon, moi à ce moment-là, jeune imbécile, je n'écoutais pas ce que les anciens me disaient. Donc j'ai dit, puisqu'il me raconte, lui, il n'y a pas besoin forcément d'être... la flemme, pas la flemme spécialement, mais ouais, j'étais là,
je vois pas l'utilité, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'être... Et en fait, plus ça avançait, plus je me rendais compte que, ah oui, finalement le physique c'est peut-être important aussi. Pas qu'un côté esthétique, mais aussi en prévention, parce que mine de rien, tous les chocs qu'on prend, que ce soit les chutes au sol, que ce soit les coups qu'on prend, enfin il faut quand même que le corps... si tu tapes dans le muscle, voilà. Ça fait moins mal que si ça tu tapes sur l'os. C'est ça. Ouais. Donc il y a moins de risque de blessure, donc déjà rien qu'en prévention, je me dis bon je vais peut-être commencer à m'y mettre sérieusement. Et oui, rien que déjà pour un côté, comme j'ai dit, esthétique, prévention, parce que les impacts répétés sur les os, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vaut mieux être justement rembourré, on va dire, pour permettre de mieux encaisser les coups et puis pouvoir durer sur la longueur, quoi. L'important c'est pas la vitesse, c'est la durée. J'aime bien employer ce terme-là. Donc si j'ai envie de perdurer le plus longtemps possible dans ce milieu et en général dans ma vie de tous les jours, le mieux c'est de rester actif et de s'entretenir physiquement et puis pour pouvoir se muscler. Donc j'ai commencé à m'inscrire dans une autre salle. Vu que ma salle entre temps a fermé, ça serait une autre anecdote que je pourrais raconter, mais on n'a pas trop le temps. Et du coup, je me suis inscrit à une nouvelle salle, j'ai commencé à suivre un peu plus on va dire les vidéos sur YouTube. Je crois que c'est pas le meilleur exemple, mais quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Thibaut InShape, j'ai commencé à bien sortir du lot. Et c'est cette motivation qu'il avait, qu'il transmettait en fait. Voilà, l'histoire d'émotion, encore une fois, transmise, je me dis, on sent qu'il est content de faire ce qu'il fait et qu'il est content des résultats, etc., etc. Je me suis dit, bon, j'ai envie que ça soit moi aussi, ce mec-là. Donc, bon, je m'inscris à une salle, je prends les conseils des coachs à droite à gauche, je regarde pas mal de vidéos, je me renseigne pas mal sur des articles, etc., savoir comment bien effectuer les mouvements, pourquoi il faut le faire comme ça, comment il faut construire un programme petit à petit. J'ai commencé à piocher à droite à gauche et en étant à la salle, les pratiquants qui étaient plus expérimentés, je leur demandais des conseils et je prenais pas tout forcément ce qu'ils me disaient comme argent comptant, voilà. Je faisais pas un peu à ma sauce, mais les bons conseils que je jugeais bons, je les prenais, je les adaptais après à ma façon de faire. Et à force de regarder, d'apprendre à droite à gauche, de voir comment telle personne s'entraîne, lui pourquoi il s'entraîne comme ça, etc. etc. Une fois que j'ai acquis assez d'expérience, on va dire, j'ai commencé à vraiment essayer de pousser la chose le plus loin possible. Donc à m'entraîner le plus lourd possible. Donc c'est là que j'ai commencé on va dire les cycles de force, principalement parce que pour moi, à mon sens, c'est ce qu'il me faut le plus, c'est de la force physique. Et parce que je dois quand même porter des gars qui font quand même un certain poids en moyenne. Donc je me dis, si j'ai pas assez de force, je vais paraître ridicule dans le ring, je vais pas être crédible et j'ai pas envie de donner une image comme ça, j'ai envie d'être le plus carré, on va dire, physiquement possible. Et puis c'est dans ta pratique. Dans la pratique aussi, de faire en sorte que ça soit le plus professionnel possible et que ça soit crédible et que les gens aient envie de croire. Donc c'est là que j'ai commencé les cycles de force et petit à petit, c'est sûr, j'ai réussi à prendre, je suis réussi à monter jusqu'à 93 kg de poids de corps. Ça va, c'est pas mal. C'est ce qui était pas mal. Après, en faisant n'importe quoi avec la diète, mais on en reviendra après, mais en faisant n'importe quoi, mais c'était une sacrée prise de masse. Et j'avais pris 13 kilos en 3 mois à peu près. Après, c'est ce qui est plutôt bien, mais pas bien en même temps, parce que du coup, je sens que j'ai eu des lacunes au niveau endurance, etc., et niveau cardio. Donc là, maintenant, j'essaye justement d'adapter tout ça, faire en sorte que je garde quand même de la force, mais être le plus athlétique possible, que ça soit dans la vie de tous les jours et aussi pour dans le ring. Est-ce que tu as un modèle sportif ou pas sportif Pas sportif.
Oh, des modèles sportifs, si je peux en avoir plein. On va dire en catcheur, moi j'ai Randy Macho Man Savage, donc catcheur des années 80. Pour moi, c'est l'exemple type de ce que doit être un catcheur. Le physique, l'attitude, l'intensité qu'il mettait dans son personnage, toutes les tenues extravagantes, haut en couleur, et surtout les capacités dans le ring qui étaient en avance sur son temps. Et le fait qu'il a maintenant inspiré pas mal de catcheurs de notre génération sur pas mal de choses, que ce soit sur les tenues, sur la façon d'être, etc. On va dire, pour moi, c'est l'enveloppe parfaite du catcheur. Je le mettrais au même niveau que Ric Flair aussi, à peu près. Ces deux-là, ouais, pour moi, c'est à quoi doit ressembler un catcheur. C'est ces deux personnes-là. Sinon, après, en sportif hors catch, j'aime bien Zlatan Ibrahimovic qui me fait extrêmement rire parce que c'est c'est un personnage. Et j'aime bien ce côté de on ne sait pas si c'est vraiment lui ou si c'est un personnage qui se crée ou il n'amplifie pas justement. Je trouve qu'il a ce côté un peu justement théâtral et qui se rapporte un peu au catch aussi parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est vraiment lui qui est comme ça ou est-ce qu'il en joue beaucoup devant les journalistes pour faire parler de lui. Et j'aime bien cette confiance qu'il a en lui et être au niveau où il a à 40 ans encore, ça prouve que un sportif, surtout pour un footballeur professionnel, la carrière ne s'arrête pas après 30 ans. Non. La preuve que si on est constant dans son entraînement et qu'on est rigoureux, on peut durer longtemps, on peut être sur la longévité. Lui, il le prouve amplement. Il le prouve amplement. Ouais. Okay. Voilà. Je sais pas si tu veux revenir sur la diète ou quelque chose, je sais plus. Ouais, si. Alors, ouais, ta routine sportive un petit peu, ce qui englobe ton entraînement, ton alimentation et ta récupération. Que ça passe par les étirements, le sommeil ou alors des exercices qui peuvent justement t'aider à récupérer. Ah ouais, alors du coup, au début quand j'ai commencé la musculation, voilà, je connaissais pas grand chose. Je vais pas dire que j'étais un bro non plus. On est tous plus ou moins passés par cette période. On est tous passés un peu par cette période-là, un peu de gym bro, là, un peu à faire un peu n'importe quoi, mais j'ai en fait à force d'expérience et d'acquérir et de voir qu'est-ce qui marche pas, et tester un peu et faire sa popote personnelle, mais tout en prenant les conseils à droite à gauche. J'ai pu quand même acquérir quelques connaissances, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et quand je parlais tout à l'heure que j'ai pris 13 kilos en 3 mois, mais ça s'est fait rapidement, et puis j'ai surtout commencé à pousser des barres que je ne pensais jamais être possible, mais c'est parce que je m'entraînais sérieusement. Mais derrière, la diète ne suivait pas forcément. Je faisais un peu le bro, je faisais n'importe quoi. Je n'étais pas à la limite de prendre 3 shakers par jour, mais j'étais pas loin de ça. À prendre une gamelle entière de riz, poulet, mélangé avec la compote de pommes, enfin tout mélanger. Manger ça tous les midis après le boulot, mais pendant ma pause du déjeuner, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, petit à petit, quand j'ai vu que mon physique évoluait, j'étais content, donc je continuais, je pensais que c'était la bonne solution, mais quand après j'ai vu des photos de moi et voir que j'avais pris du muscle, mais pas que, et j'ai vu que je commençais à avoir une sangle abdominale inexistante, je me suis dit, bon, on va peut-être réfléchir à faire les choses un peu mieux quand même. Et du coup là j'ai pris un coach qui me suit un peu aussi au niveau de la diététique, qui m'a donné quelques conseils. Et j'ai commencé pareil aussi à m'intéresser beaucoup à la nutrition, à savoir les macronutriments, tout ce qui englobe, savoir compter ses calories, machin. J'ai commencé à essayer de bien voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et par exemple sur une semaine entière, j'avais calculé mon total calorique de la semaine et voir qu'est-ce qui était adapté, qu'est-ce qui n'était pas adapté. Et après, au suivant de ça, j'ai commencé
L'eau était adaptée, le reste non. Ouais, c'est ça. Par exemple, déjà, je vois, c'est vrai que rien que le fait d'arrêter de faire comme j'ai dit, faire le gros, sortir le week-end et puis faire un peu n'importe quoi, prendre des cuites à droite à gauche. Même si j'aime encore ça, mais je le fais moins régulièrement qu'avant. Ouais, ça reste Ça reste occasionnel. Je dis pas non à une petite bière de temps en temps non plus, mais il faut quand même rester. Pas trop se fermer. Ouais, se restreindre non se restreindre non plus, parce que c'est à ce moment-là où ça commence à disjoncter là-haut. Donc, mais j'ai commencé à calculer tous les macros, tous les nutriments, savoir le nombre de calories qu'il me fallait, etc. etc. Suivant ce que je voulais faire. Et là, depuis bientôt, ça va faire quasiment un an et demi à peu près que je suis plus carré dans mon alimentation. Je sais les quantités qu'il me faut sans forcément les compter. Donc je sais, par exemple le matin, je sais qu'il me faut tant de grammes de ça, tant de grammes de ça, point. Je vais pas chercher plus loin, un café, voilà. Après le midi, j'essaye toujours d'avoir une source de glucides. Beaucoup de légumes, plus de légumes qu'avant, et ma dose de protéines qu'il faut. Et en fait, petit à petit, j'ai vu que j'avais pas forcément besoin de tout peser, parce que j'avais pas forcément besoin de me restreindre non plus, parce que je mange à ma faim. J'arrive à être calé sans forcément avoir l'envie de faim. Pareil, le grignotage, j'ai arrêté, ou alors si j'ai envie de grignoter, j'essaye de grignoter par exemple des amandes, ou alors je me fais des œufs durs. Voilà, ceci dit, c'est vrai que c'est mieux les œufs durs. Finalement, plutôt que de sortir une tartine et me foutre du Nutella dessus ou bouffer n'importe quoi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre une bonne réserve d'amandes ou de noix, peu importe, ou me faire des œufs durs parce que c'est très peu calorique, et puis je me dis, ça me rajoute des doses de protéines que j'aurais pas à rajouter après à la fin. C'est vrai. Je vois que ça marche, je vois que j'arrive à maintenir à peu près un poids environ des 90 kg, tout en arrivant à perdre quand même du gras, et tout en gardant une force physique assez conséquente quand même si c'est pas les barres que j'ai pu faire avant, j'arrive quand même à me dire, j'arrive quand même à soulever tant, sans forcément faire comme avant, faire n'importe quoi et prendre des calories juste pour avoir des calories, pour pouvoir les dépenser. Voilà, je suis un peu plus réfléchi sur ma manière de m'entraîner. Mon coach m'aide aussi beaucoup là-dessus, à savoir qu'est-ce qui est adapté pour moi et qu'est-ce qui justement pourrait être intéressant en m'amenant des façons différentes de m'entraîner qui peuvent être aussi après utiles pour le catch. Donc ça passe maintenant par des séances type CrossFit, chose que je n'aimais pas forcément et qui ne m'intéressait pas plus que ça. Ouais, mais pour le conditionnement physique. Mais rien que pour le conditionnement physique, je sens déjà une différence par rapport à avant, même si les charges sont minimes, c'est quand même demandant physiquement et ça me permet justement pouvoir être en forme après, pour être dans le ring et pour pouvoir justement enchaîner plus facilement les séquences qui sont prévues. Tout dépend après avec le type de catcheur que je suis en face. Voilà. Donc ça. Voilà, on passe tous de toute façon par une période où on fait un peu n'importe quoi. Et quand on se rend compte et qu'on se dit bon, il faut peut-être s'y mettre sérieusement et arrêter de faire n'importe quoi. Et c'était surtout pour niveau santé aussi. Parce que je sentais que, oui c'est sûr, j'étais fort, j'étais lourd, j'étais impressionnant physiquement, je me dis c'est bon, c'est tout bénef. Mais une fois qu'il fallait commencer à courir, que ce soit faire des allers-retours dans les cordes, etc., je sentais que j'étais plus lourd, que j'avais moins d'endurance, que je sentais que je bougeais moins facilement, que je pouvais plus faire ce que je faisais avant. Et je me suis dit, bon, ça serait dommage de se limiter à être juste un homme fort, quoi. Ouais. Ce serait pas mal de justement s'athlétiser au maximum, quoi. Pour être pas le plus complet possible, parce qu'on a des forces chacun, on a des prédispositions. Voilà. Pour certaines choses, je sais que je suis plus axé sur la force que sur l'endurance par exemple.
Je sais que le cardio ça me plaît pas du tout, mais bon, je me force à le faire parce que c'est essentiel, rien que déjà pour la santé, et puis pour après, pour ma pratique du sport, ça peut m'apporter que du bon. Et donc voilà, à force d'expérience, etc., et de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, il faut tester de toute façon. Il faut prendre à droite à gauche, essayer, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et puis à force faire son truc à soi, faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous fait plaisir aussi de le faire. Et voilà, pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, parce que c'est là où justement on va reculant des choses et qu'on ne progresse pas. Et qu'on Je suis absolument d'accord. Voilà. Un peu plus à ajouter. Ouais, en fait, tu as plus ou moins répondu à la dernière question. Ouais, conseil sur la muscu, ouais, tu as plus ou moins. Déjà, conseil sur la musculation, ce que je pourrais dire, c'est se concentrer sur les bases, déjà avoir des bases solides, écouter les gens qui sont plus expérimentés que soi, ne pas faire le gym bro, ne pas faire n'importe quoi, ne pas suivre les conseils qu'on peut vous trouver sur Instagram ou sur TikTok ou tous les trucs comme ça. Si on veut bien démarrer, c'est trouver un coach qui est diplômé, qui a la formation qui saura s'adapter suivant votre niveau, suivant votre physique aussi, votre anatomie, votre tout quoi. Et voilà, trouver quelqu'un d'expérimenté qui saura adapter tout ça, qui pourra faire justement en sorte qu'on démarre dans des bonnes conditions et qu'on puisse progresser facilement sans faire n'importe quoi. Ouais. Et des conseils du coup sur le catch Sur le catch, alors je vais parler pour les débutants. Ouais. Pour des débutants, ce qui serait pas mal, c'est déjà avoir une bonne condition physique pour commencer. Je parle pas forcément, comme je disais, d'être bodybuilder ou d'être un strongman ou quoi que ce soit, mais c'est au moins être capable de maîtriser son corps. Parce que si tu maîtrises pas ton corps, il n'y a aucun moyen que tu maîtrises le mien. Parce que si tu n'as pas une bonne proprioception, si tu n'arrives pas à savoir où tu te trouves à chaque moment, ou si tu es sur tes appuis ou pas sur tes appuis justement, et que tu dois porter quelqu'un qui te confie sa santé, son corps, et qui te fait confiance et que tu n'es pas apte à faire le taf, ça peut être dangereux pour lui, pour toi, et ça serait... Pourquoi pas aussi les gens qui sont autour du ring. Et pourquoi les gens qui sont autour aussi. Donc avoir une bonne condition physique, bosser son endurance, bosser les mouvements de base, que ce soit du squat, des pompes, si on peut faire des tractions c'est bien aussi, abdos, etc. Mais avoir une bonne condition physique. Qu'est-ce qui serait pas mal autrement? Si on peut faire des cours de théâtre aussi, ça peut être bien aussi parce que ça permet justement de pas être introverti, justement d'être quelqu'un qui arrive à... Comme tu disais, mettre le volume 10 quoi. Voilà, c'est ça. Chose que je ne pouvais pas faire avant moi parce que j'étais vraiment timide. Et le catch plus la musculation, ça m'a permis de me développer personnellement, que ça soit physiquement et puis même mentalement. Là par exemple, j'aurais été incapable de faire ça. Tu m'aurais dit 10 ans en arrière, je te filme et on parle de catch, non, j'arriverai pas. Chaud. Je suis pas chaud du tout, ouais. Et là maintenant, en fait, plus ça va et plus j'arrive justement à m'ouvrir aux autres et à justement pouvoir avoir des échanges comme on a en ce moment, pouvoir parler pendant des heures et des heures d'un sujet qui m'intéresse ou qui peut ne pas m'intéresser, mais que j'ai envie. Qui t'enrichit quand même. Qui m'enrichit quand même. Et du coup, je pense que faire du théâtre, ça peut être pas mal déjà rien que pour pas créer son personnage, mais pouvoir interpréter un personnage. Savoir jouer sur les émotions, justement, parce que les émotions, il faut les transmettre au public. Et si on ne peut pas retransmettre, nous, des émotions qu'on ne connaît pas, les gens en face ne vont pas le voir et ne vont pas ressentir de la pitié, de la peine ou de la colère envers nous. Donc voilà, je pense que ça serait pas mal de faire quelques cours de théâtre, au moins juste histoire de... Est-ce que tu t'es déjà blessé ou été déjà témoin d'une blessure plus ou moins conséquente? Plus ou moins conséquente. Alors moi,
Personnellement, j'ai jamais été vraiment blessé gravement. Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? J'ai eu une dent de sagesse fendue en deux. Donc j'ai été me faire réparer chez le dentiste. Voilà, c'est en soi rien de grave. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Pareil, une dent de devant un peu cassée, mais juste un bout, quoi, c'est pas non plus. Après, sinon, c'est quoi? C'est des hématomes ou des douleurs musculaires, articulaires. Généralement, le lendemain ou sur le lendemain d'un show, généralement, le dos, Tu le sens? il tire un peu la gueule, vu toutes les chutes justement qu'on prend sur le dos, etc. Même s'il y a des manières de chuter, d'encaisser les coups et de faire en sorte que. Non, mais encore une fois, t'encaisses, Voilà. tu n'évites pas. Voilà, je ne l'évite pas. Ouais. Donc, je sais que le catch va sûrement me coûter quelques années d'avoir un dos solide, on va dire. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai arrêté et que j'aurai passé un certain âge, je pense que j'aurai des douleurs que je pourrais pas enlever. Enfin, bon, comme ça, pareil pour les genoux aussi, les genoux prennent assez dans la gueule. Sinon, blessure, j'ai été témoin d'une clavicule cassée en plein combat. Ça, Donc, c'est impressionnant. ça c'est assez impressionnant, surtout que sur le coup j'ai pas compris ce qui se passait. C'était un combat qui devait être très fluide, où ça enchaînait, où ça faisait justement pas David contre Goliath, mais ça faisait un peu ça, faisait le mec puissant et fort contre le mec vif et rapide et agile. Donc ça faisait un super truc, vu que notre alchimie fait qu'on a une alchimie tous les deux. On se connaît tellement bien qu'on sait ce que l'autre va faire, ce que l'autre a envie de faire, et on arrive à se caler sur le rythme de chacun. Donc quand on arrive à travailler comme ça, c'est juste génial. Et au bout de 2 minutes de combat à peine, sur un mouvement qu'on avait l'habitude de faire et qui n'a jamais eu aucun souci, là malheureusement il a mal retombé. Sauf que moi je l'ai pas vu que j'ai pris la chute du mouvement, puis je devais aller attendre dans l'autre coin le temps qu'il arrive pour enchaîner la suite. Sauf que j'ai senti que il se relève pas tout de suite, j'attends. Entre temps, je vends l'action que je viens de prendre, donc j'étais là, bon, il se lève toujours pas. Bon, on va approcher. Là, l'arbitre, lui, a compris ce qui venait d'arriver, donc il m'a tout de suite séparé. Il a fait attends. Il lui a demandé est-ce que ça va. Il lui a fait non. Il est revenu vers moi, il a fait je pense qu'il y a un problème. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, je lui demande-lui ce qu'il a, quoi. Et du coup, à ce moment-là, lui, par sécurité, roulait à l'extérieur. Et j'ai vu qu'il se tenait l'épaule, j'ai fait aïe. L'arbitre lui a demandé ça va. Il est remonté, et là à ce moment-là, il m'a dit ouais, non, on va devoir arrêter là. Et du coup, pour rester dans le spectacle, il m'a dit pousse-moi, engueule-moi, fais quelque chose, faut que le public soit concentré sur moi et pas sur le blessé. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai poussé l'arbitre, il a commencé à monter dans les tons, à m'engueuler, etc. On commençait à se pointer du doigt tous les deux, à s'engueuler, etc. Et moi, en attendant qu'il aille le revoir, voir s'il voulait continuer ou pas, c'est voir s'il pouvait continuer. Moi, à ce moment-là, j'ai harangué la foule. Je trouvais quelqu'un qui me regardait dans l'assistance, je le prenais en témoin, je fais toi, qu'est-ce que t'as, quoi. Et t'étais encore dans le rôle. J'étais encore dans le rôle. Et l'arbitre est venu me voir, il m'a fait c'est marrant, on arrête là. Bon, tant pis, on arrête là. La santé avant tout, non plus. Et juste après, à ce moment-là, il m'a dit prends le micro, dis quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai cassé le personnage, j'ai arrêté d'être dans le personnage et j'ai expliqué aux gens que justement c'est. Mine de rien, si on est entraîné, le risque zéro n'existe pas. Et même si on s'est entraîné, on s'entraîne, etc., et qu'on sait comment prendre les choses, etc., et même si c'est scénarisé, il y a toujours un risque de blessure. Et je leur ai dit, comme on dit, le catch c'est pas du chiquet, vous avez pu vous en apercevoir. Je crois qu'il est, il est vraiment blessé, donc
Je suis désolé, on va devoir malheureusement arrêter là, mais Au bout de 2 minutes. voilà, au bout de 2 minutes, alors que ça devait partir sur un joli bon combat de, on va dire, un bon quart d'heure, 15 minutes, 20 minutes, je pense, à tout casser. Donc quelque chose de très visuel, joli à voir, avec des super enchaînements, des super cascades, des super prises à faire. Et malheureusement, on a dû écourter ça, mais bon, la santé avant tout, c'est le plus important. Et voilà, contrairement à ce que l'on peut penser, le catch c'est pas que du chiquet, parce que même si c'est scénarisé, voilà, les impacts on les prend, les coups on les prend, les chutes on les prend. Voilà, tu peux pas apprendre comment dire, à prendre un coup de chaise dans la tête et ne rien avoir. Et dire tout va bien. Et dire tout va bien, non, tu prends l'impact et puis tu encaisses et puis voilà, donc ça met quand même notre santé en danger à chaque instant, même sur des petits trucs on peut se blesser, la preuve, et donc le risque zéro n'existe pas, donc il y a toujours cette petite appréhension avant de monter sur scène de est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il n'y aura pas de couac, est-ce qu'il n'y aura pas de blessure ou quoi que ce soit, est-ce que tout va se passer comme prévu, qu'il n'y aura pas de bobo et qu'on rentre après chacun de notre côté voilà, sain et sauf. Et il y a toujours cette petite appréhension, mais justement c'est pour ça qu'il faut des années et des années d'entraînement pour pouvoir performer après devant un public et pouvoir donner la meilleure image possible et être les plus professionnels et faire les choses en sécurité, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ça, en fait, c'est un tout, en fait. C'est pas que du spectacle, parce qu'il y a aussi le côté sportif derrière. Et voilà, une blessure suffit il suffit d'une fois pour que tu peux écourter ta carrière, même si elle est prometteuse ou quoi que ce soit, ou soit comme moi, tu touches du bois, t'as pas eu de blessure trop grave, significative, non. C'est vrai que j'ai vraiment rien eu. Le pire que j'ai pu avoir, c'était quoi? C'était le bassin déplacé de 2 cm. Bon, on va chez un coup d'ostéo et c'est reparti, quoi. Mais ouais, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Je me suis jamais réellement blessé gravement, mais j'ai pu côtoyer des gens avec des blessures assez graves. Donc là, par exemple, la clavicule pétée. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un avec un adducteur déchiré. Des côtes fissurées, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pas mal de choses, des chutes, que ce soit sur le haut des épaules ou sur la nuque, parfois c'est impressionnant à voir. Même si sur le coup avec l'adrénaline, tu ressens pas, c'est forcément, c'est une fois que une fois que la pression redescend et que c'est généralement le lendemain ou le surlendemain où là tu ressens tout ce que tu as fait, tout ce que tu as infligé à ton corps, comme en musculation. Quand tu es sur l'entraînement, tu es content, tu pumps, tu es super congestionné, tu es content. Mais voilà, si tu fais pas ce qu'il faut pour prendre soin de ton corps, le lendemain tu peux avoir courbature. Et le surlendemain, ça peut être encore pire. Donc il faut être le plus rigoureux possible, que ce soit sur son entraînement et sur sa santé. Il faut surtout prendre soin de soi. Ouais. Okay. Voilà. Donc ça passe par la diète, comme tu disais, le sommeil, la récupération. Quand on sent que le corps ne le suit plus, il faut prendre du repos, le repos suffisant, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est comme pour tout. Ok, très bien. Et ma dernière question, je la pose un petit peu d'ailleurs à tout le monde que j'interviewe, c'est le repas écart, le fameux cheat meal. Le fameux cheat meal. Ouais. C'est quoi ton repas écart de prédilection? Bon, on va dire, je vais rester très classique, ça va être comme tout le monde, ça va être les fast-food, donc ça peut être, on va pas citer les marques, mais voilà. Les gros burgers. Voilà, les gros burgers, ou voilà, c'est on va dire l'écart que qu'on s'autorise, mais c'est vraiment pas très régulier, quoi. Je dois en faire un tous les 3 mois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même assez distant entre chaque fois, entre chaque cheat meal. Mais sinon, j'ai un repas avec ma compagne qu'on fait tous les dimanches. C'est, on va dire,
le repas du dimanche soir, quoi, c'est tout le temps le même, c'est là où on s'autorise à manger un peu plus. Bon, voilà, mais après c'est rien de... C'est pas un cheat meal en soi parce que ça reste quand même assez propre on va dire, parce qu'il n'y a pas de gras ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette pâte tomate poivron, vraiment avec du sel, une préparation sel italien à moitié, et puis enfin c'est vraiment le repas plaisir mais sans forcément partir dans l'excès quoi. Sinon après, voilà comme tout le monde, un fast food, ou alors j'aime bien une bonne grosse pièce de viande, une bonne entrecôte, c'est vrai que ça c'est un petit truc que je m'autorise un peu plus régulièrement. Mais sinon ouais, non, ça reste on va dire assez propre on va dire niveau de la diète. Ouais, ça fait un petit peu le plat de pâtes avec du sel italien, tu vois, ça fait un petit peu cuisine méditerranéenne. Oui voilà c'est ça, c'est cuisiné à l'huile d'olive, enfin ça reste quand même propre, enfin voilà c'est herbes de Provence, basilic et tout ça, c'est surtout en fait au niveau des saveurs, c'est pas forcément gras ou quoi que ce soit, mais c'est rajouter juste ce qu'il faut pour justement c'est du goût et d'où le fameux préparation c'est l'italien parce que celle-là c'est vraiment une petite pépite. Ouais, c'est une petite pépite. Mais voilà, sinon il n'y a pas de... À part les gros cheat meals où c'est quand c'est burger etc. Quand tu es sur la route avec le cap généralement il faut que tu manges avant de reprendre la route et bon. Malheureusement, t'as pas le Tupperware à côté de toi. Voilà, c'est ça, parce que bon, ça prend de la place et puis on n'a pas tous un petit frigo de voyage avec le réchaud et tout. Avec le réchaud et tout ça, donc non, s'il faut remanger un truc, forcément on s'arrête sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément des fast-food, donc voilà, on peut pas... Et c'est niveau budget aussi, c'est plus avantageux en soi que se faire un vrai resto. Oui, c'est... Même si... Et puis c'est rapide, une fois que t'as fait ton show, t'as pas trop envie, je pense que... on n'a pas envie de traîner, on a qu'une envie de rentrer et se poser, donc forcément c'est un petit moment qu'on prend quand même une petite pause quand on peut. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois de faire la route avec le ventre vide quoi. Mais avoir quand même des trucs à grignoter à côté pour avoir du sucre rapide pour pouvoir tenir la route quoi. Mais sinon c'est vrai que pouvoir s'arrêter, manger et décompresser et après reprendre la route c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà. Je te remercie énormément de ton témoignage. Merci de m'avoir fait, et je pense aussi aux spectateurs, fait découvrir l'art du catch, qui est vraiment théâtral. En tout cas, personnellement, moi je comprends beaucoup mieux l'aspect théâtre. Et je souligne un truc que tu as dit, que tu as répété tout au long de l'interview, c'est transmettre les émotions. C'était super intéressant comme argument. Je trouvais ça assez percutant. C'est comme tout bon divertissement, de toute façon, il faut qu'on soit, faut qu'on soit dans l'histoire. Comme je vais prendre par exemple Game of Thrones, par exemple, on s'attache à des personnages qui finalement meurent tragiquement, du coup ça nous... on commençait à bien aimer et oh mince, du coup on est frustré, mais du coup on a envie de savoir la suite parce que celui qui a tué X ou Y, on a envie qu'il paye, machin. Le méchant qu'on présente comme un méchant au début, plus ça va et plus tu avances dans l'histoire, plus tu te rends compte que finalement, c'est pas si méchant. Il n'était pas si méchant que ça parce qu'il y a pire qui arrive derrière. Donc c'est ça, c'est transmettre des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de divertissement, en fait, il n'y a pas d'intérêt à venir regarder des gens qui font semblant de se battre. Voilà. Très bien. Donc c'est un aspect, pour moi l'aspect le plus important, même si le côté sportif prône quand même. Mais c'est pour moi le plus important, c'est pas si on sait faire des trucs super athlétiques mais qu'on transmet aucune émotion derrière et que quelqu'un sait transmettre des émotions sans forcément faire des trucs impressionnants, celui qui transmet les émotions sera déjà plus... On va se souvenir plus facilement de lui. Oui, carrément. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça, moi, plus ça va et plus je me dirige vers ce côté-là, justement, de faire en sorte que les gens se souviennent de moi, pas que pour ce que je fais dans le ring, mais pour tout ce qui est tout ce qui est à côté, quoi, tous les artifices, on va dire. Très bien. Eh bien, je te remercie, Sainte-Barbe, merci de ce témoignage.
Vous pouvez retrouver donc du coup Antoine sur ses réseaux qui seront du coup dans la description. Je mettrai tout ça, t'as Instagram, Facebook. J'ai un peu de tout. Insta, Facebook, Twitter. Voilà, je mettrai tout. Voilà, tu mettras tout, tu les autres. Ça va. Encore merci à toi. Et d'ici là, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo.